Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Notre émission a pour objectif de vous dévoiler les nombreuses facettes du monde horticole, et ça, de la façon la plus agréable qui soit, c'est-à-dire en vous accompagnant à la découverte de magnifiques jardins, certains très anciens, d'autres méconnus, mais tous à faire rêver. Et pour ce faire, quel meilleur guide que Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval, qui va nous guider dans nos découvertes. Alors, Christian, où est-ce que tu nous emmènes cette semaine? Alors, Serge, cette semaine, je vous présente l'Association Québec vert, l'association qui chapeaute l'entièreté de l'horticulture au Québec. Je vais vous faire découvrir aussi un métier, le métier de fleuriste, les fleuristes de toutes les façons, de toutes les manières possibles, et aussi une petite capsule de mon cru. Et on va visiter un jardin éducatif, un jardin scolaire, le jardin Daniel A. Séguin à Saint-Hyacinthe. Merci. Et c'est parti. Nancy Rossi, bonjour. Bonjour, Christian. Merci de nous accueillir dans ce magnifique jardin Daniel A. Séguin. Nous sommes situés sur les terres de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Ce beau jardin a une histoire. Il est parti de quelque chose. Expliquez-nous un peu ses débuts. Alors, le jardin Daniel A. Séguin a ouvert officiellement ses portes au mois de juillet 1995. Donc, nous fêtons cette année ses 27 ans d'expérience. Et il y a 2 ans, pour le 25e, nous avons justement conçu un livre, Histoire du jardin Daniel A. Séguin, qui part du début, donc, de cette idée qui ont eu 3 professeurs de l'ITAQ pour arriver à ce qui est aujourd'hui le jardin Daniel A. Séguin. Le jardin, évidemment, c'est un jardin avec des plantes, des thématiques, mais il y a aussi des volets, plusieurs volets à ce jardin. Quels sont-ils? Alors, le jardin Daniel A. Séguin déploie 3 volets. Le volet pédagogique, bien évidemment, parce que nous sommes avant tout un laboratoire grandeur nature pour les étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, ici sur le campus de Saint-Hyacinthe. Le deuxième volet est le volet touristique. Il faut savoir que nous sommes un des plus grands attraits touristiques de la région mascoutaine et nous recevons à chaque année environ 15 000 visiteurs. Et le troisième volet, c'est le volet artistique-culturel. Donc, à chaque année, il y a une exposition artistique qui a lieu ici dans nos jardins. Évidemment, tout le monde a vécu la COVID, on a passé à travers une période qui était un petit peu plus sombre. On reprend les jardins. Quel est le futur? Où on va avec ce jardin-là? Écoutez, moi, je suis ici depuis 2 ans. Mon aspiration personnelle et celle du conseil d'administration est bien évidemment de donner un nouvel élan au jardin Daniel A. Séguin. D'ailleurs, nous avons reçu une subvention de la part du gouvernement fédéral et avec cet argent, nous comptons repumper un peu des jardins qui sont vieillissants et qui ont besoin d'amour. Donc, avec l'aide du gouvernement, avec l'aide bien évidemment de tous les visiteurs qui viennent nous visiter à chaque été, on compte continuer et assurer la pérennité du jardin pour encore très, très longtemps. Puis, ce qui vous aide, j'imagine, à l'intérieur de ça, c'est que vous êtes toujours associé à l'école. Absolument. Donc, les élèves, par leur formation, par les cours avec les enseignants, viennent aider, j'imagine? Oui, en effet, ce qui est intéressant de savoir à propos du jardin Daniel A. Séguin, c'est que nous avons 24 jardins thématiques et ces jardins sont conçus et réalisés par les différentes cohortes de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec 24 magnifiques jardins thématiques, comme par exemple le jardin français, le jardin japonais, ici le jardin autochtone, le jardin du Massif blanc, donc plein de jardins, 24. OK. Le site est ouvert au public? Oui, absolument. Donc, de quelle date à quelle date et les heures à peu près d'ouverture? Normalement, nous sommes ouverts de la mi-juin jusqu'à cette année, on ouvre jusqu'à l'Action de grâce, plus les 3 fins de semaine de l'Halloween, normalement de 10h à 17h. Puis nous avons plein d'événements pendant les fins de semaine.
parce que nous avons des espaces locatifs. J'imagine que les gens qui veulent en connaître plus peuvent aller sur le site Internet Oui. qui va apparaître à l'écran et ainsi de suite. Si ils ont des groupes, par exemple, peuvent vous contacter pour pouvoir faire des réservations. J'imagine aussi qu'il peut y avoir des guides qui peuvent accompagner les gens. Absolument, nous avons différents forfaits. Donc, nous avons des visites guidées. Nous avons une visite guidée qui est très, très populaire parmi les écoles. C'est le parcours de la biodiversité au milieu urbain, dans le jardin français. Donc, environ 30 minutes. Donc, les enfants sont super intéressés et vont à la recherche des chauves-souris, des crapauds. Donc, très, très intéressant. Bien, Nancy Rossi, directrice générale, merci pour votre accueil ici au Jardin Daniel-Lasséguin. Merci, Christian. Steve Fortin, bonjour. Bonjour. Horticulteur-chef ici au Jardin Daniel-Lasséguin. Nancy Rossi, tantôt, nous mentionnait que dans la superficie du jardin où on avait 24 thématiques, 24 jardins particuliers, c'est quoi les défis d'un jardinier-chef lorsqu'on a une si belle étendue de végétaux? Le plus grand défi ici, je dirais, nous, personnellement, on ne crée pas vraiment les jardins. C'est vraiment les cohortes d'étudiants de l'ITA qui, au cours des années, depuis la création du jardin, ils ont créé des jardins thématiques. Moi, mon premier but, c'est vraiment de préserver l'ensemble des jardins qui a été créés. Bien sûr, de maintenir les plantes en vie, en santé. C'est un peu tout ce qui est entretien, taille, plantation, mais toujours en gardant l'esprit, garder la thématique de départ de ceux qui ont créé la cohorte qui a créé les jardins. Puis un jardin, bien évidemment, vous le mentionniez, il faut remplacer des plantes mortes, il faut planter des annuelles. Mais est-ce que vous les produisez? Est-ce que vous les achetez? Non, nous, heureusement, les annuelles nous sont toutes produites par l'ITA, qui est juste de l'autre côté de la rue. Les étudiants, dans leur programme, dans leur formation pendant l'hiver, ils commandent par bouture, par semence. Ils produisent plus de 4800 annuelles. Qui sont Pour le plantées jardin? Exclusivement pour le jardin ici. On en a près de 3000 exclusivement pour le jardin français. Alors, ils produisent beaucoup, beaucoup pour le jardin. Est-ce que vous avez des thématiques, on parle des jardins historiques là, un peu, mais est-ce qu'il y a des nouvelles thématiques qui s'ajoutent? Est-ce que vous avez la possibilité de créer des nouveaux projets? Il y a toujours possibilité de créer des nouveaux projets, créer des nouveaux thématiques. On garde toujours des espaces aussi pour les étudiants aussi. C'est comme un grand laboratoire vivant pour eux autres. Le jardin français, c'est vraiment des dentelles, des broderies de dentelles avec les annuelles qui sont renouvelées, qui sont changées à chaque saison. Mais chaque automne, on va faire un nouveau plan pour la saison d'après, changer les broderies, changer le jardin à chaque saison. On a vu aussi que dans le pavillon d'accueil, on était sur les murs végétalisés, le toit vert. Donc, avec les changements climatiques, évidemment, la biodiversité, bien, les jardins qui étaient plus entretenus, comme le jardin à la française, manicuré, on s'en va plus vers la biodiversité. Est-ce que ce jardin ici, Daniel-Lasséguin, va s'en aller vers cet objectif-là de nature, de biodiversité ou de phytotechnologie? C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Vraiment, il faut suivre le mouvement aussi. Puis ici, le jardin, il n'y a aucun traitement phytosanitaire qui sont effectués. Il n'y a aucun pesticide utilisé, aucun herbicide. C'est vraiment de la nature. On travaille avec la nature, puis on essaie de contrôler du mieux qu'on peut les défis qu'on a à relever. Vous avez évidemment, bien, avec Nancy, on a dit qu'il y avait des visiteurs qui viennent. Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils sont curieux? De quelle façon ça fonctionne avec les gens, tu sais, le travail puis les gens qui circulent? Il y a quand même beaucoup d'interactions, je dirais, avec les visiteurs et les employés. Il y a toujours beaucoup de questions, des fois au niveau des plantes, questions des plantes. C'est sûr qu'il y a toute l'identification des végétaux. C'est aussi un grand défi à relever. Bien sûr, du meilleur qu'on peut, les gens, quand ils peuvent répondre, ils répondent volontiers aux gens. Sinon, ils se réfèrent souvent à moi ou ils m'envoient les questions. Puis on répond du mieux qu'on peut aux gens là, pour identifier les végétaux avec eux. Bien, si vous le permettez, on va aller visiter quelques jardins. Ça me fait plaisir. Steve Fortin, nous sommes maintenant dans le magnifique jardin japonais. Qui l'a conçu? C'est un des premiers jardins, je crois. Le jardin japonais, c'est dans un des premiers jardins qui a été conçu, de grande envergure. C'est grâce à M. Milan Avlin, un professeur émérite, une personnalité très importante ici à Saint-Hyacinthe, de l'ITA aussi, qui est en collaboration avec d'autres gens aussi, qui ont vraiment créé cette ambiance si magique. Vraiment un jardin zen, un jardin calme, avec une maison de thé. On se tient présentement sur l'animal sacré du Japon, sur la tortue, qu'on pourra voir un peu plus tard. Mais sinon, le jardin japonais, c'est vraiment un endroit de quiétude puis de calme. Ton défi en tant qu'horticulteur-chef, c'est quoi? C'est vraiment de préserver l'âme du jardin, garder vraiment le jardin le plus impeccable possible. Les jardins japonais ont toujours la réputation de vraiment propre.
Alors, on donne une attention particulière à garder le jardin le plus propre possible, là, surtout le jardin japonais. On est ici dans le jardin consacré au couvre-sol. Ça sert à quoi? Le jardin couvre-sol, c'est vraiment pour remplacer votre pelouse qui est toujours séchée, jaunie, qu'il faut toujours tondre. Alors, on a plusieurs options de remplacement pour les couvre-sols, pour remplacer la pelouse. Il y en a qui vont supporter le piétinement, il y en a moins. Il y en a qui vont retenir les sols aussi. Il y a une belle variété, autant soleil, ombre, pour vraiment remplacer notre pelouse qui demande tant d'énergie et d'effort. Donc, les gens qui veulent avoir une alternative, c'est une belle place ici pour venir voir les textures, les couleurs, le matériel comme tel pour le remplacement, soit dans une pente ou en fond de cours, ou justement diminuer la quantité de tondeuses que l'on a à faire. Oui. Est-ce que c'est difficile l'entretien des couvre-sols? Non, c'est sûr que ça demande une période d'implantation. Au moins la première année, il faut donner une petite chance l'aider au peu à s'établir. Mais une fois bien établi, là, ça va vraiment couvrir, de là le nom couvre-sol, ça va couvrir le sol. Il n'y aura pas de mauvaises herbes qui vont pousser non plus. Et ça va être des résultats très performants. Donc, avec le réchauffement climatique et ainsi de suite, je pense que c'est une belle alternative. Oui, tout à fait. Autant soleil à l'ombre, il y en a qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Alors, nous sommes actuellement dans le jardin médiéval, situé à l'autre extrémité du jardin Daniela Séguin. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce type de jardin? Dans le jardin médiéval, ici spécifiquement, on a les fondations de l'ancienne école de laiterie, la première école de laiterie qui a été créée au Québec. On a gardé encore la fondation pour y établir le jardin médiéval, qui se divise vraiment en 3 parties. Vraiment au niveau de la partie des paysans, qui cultivaient surtout des herbes aromatiques, mais aussi des plantes fleuries pour la décoration. On a aussi l'allée qui mène à la vie de château pour le roi, et le côté potager qui était vraiment géré par le côté monastique, tout ce qui était arbres fruitiers, plantes légumineuses. Donc, le jardin médiéval, il est loin dans le temps, mais pas si loin dans notre réalité d'aujourd'hui avec l'agriculture urbaine. Non, pas du tout. Parce que tout le monde cultive chez eux maintenant des légumes, des petits fruits, la camerise, la rhubarbe. Alors, la même chose dans des petits espaces, dans le jardin en carré. Hein, c'est un peu l'idée du jardin médiéval. Donc, si on veut se ressourcer un peu, on n'a qu'à venir visiter oui, vos exactement. installations. Merci. Bienvenue. Pour cette semaine, nous découvrons le métier de fleuriste. Cette formation, au niveau du diplôme d'études professionnelles, elle est offerte dans plusieurs écoles à travers la province, dont le Centre de formation horticole de Laval. D'une durée de 1035 heures, ou environ 10 mois, vous apprendrez les rudiments de la fleuristerie pour éventuellement travailler chez un fleuriste, chez un grossiste ou à votre compte. Vous apprendrez également tous les détails concernant les plantes d'intérieur, comment les vendre, comment les entretenir et comment, évidemment, les associer dans des arrangements. Si vous aimez le décor, si vous aimez créer, composer, le métier de fleuriste est tout indiqué pour vous. Vous pouvez vous inscrire soit sur le site Internet de l'école. En bas de l'écran, vous allez avoir l'adresse. Vous pouvez aller chercher l'information ou tout simplement cliquer sur le bouton « S'inscrire » pour pouvoir continuer votre formation ou tout simplement apprendre une nouvelle formation. Bien, au plaisir pour devenir de nouveaux fleuristes. Le jardin Daniel A. Séguin est absolument magnifique. Une telle implication relève ici de la passion, pourrait-on dire. Au cours de notre série d'émissions, comme vous avez pu le voir, Christian nous présentera divers métiers du domaine horticole, tels qu'enseignés au Centre de formation horticole de Laval. Maintenant, allons découvrir l'association Québec vert. Philippe Kiessy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Québec vert. Qu'est-ce que Québec vert? Qu'est-ce que ça signifie? Québec vert, c'est une fédération d'entreprises qui regroupe différents secteurs d'activité qui offrent tout en horticulture ornementale. Avant, Québec vert, ça s'appelait? La FIOC, la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Et ça date de quand même quelques années, là. Quelques années, on parle de... La FIOC doit avoir autour de 40 ans, peut-être un peu plus. Et Québec vert, et maintenant, le changement de nom date de 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans. Mais c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes valeurs, on va s'en aller à la même place. Exactement. Les mêmes objectifs, toujours modernisés avec les années, mais oui, les mêmes objectifs. En gros, c'est quoi l'objectif de Québec vert? Qu'est-ce que ça fait, ça, Québec vert, pour le citoyen, mettons?
Bien, pour le citoyen, Québec vert œuvre surtout au niveau des entreprises, mais va travailler beaucoup à améliorer les pratiques, améliorer les connaissances d'entretien, de production et de vente ou de qu'est-ce que les gens demandent en termes de végétaux dans les centres jardins. Donc, on travaille beaucoup auprès des entreprises pour que l'offre de végétaux, l'offre de services d'entretien des végétaux soit meilleure à chaque année, à chaque jour au Québec. Alors, pour le consommateur, qu'est-ce que Québec vert peut lui apporter? Donc, une des grandes forces de Québec vert, c'est de faire le lien entre les différents volets de l'horticulture ornementale. Les producteurs de végétaux, les gens qui font la commercialisation des végétaux, les centres jardins, etc., qui vont vendre aux consommateurs, et les gens qui font le service d'entretien des végétaux, qu'on parle d'entretien de pelouse, paysagistes, etc., les architectes paysagistes, ceux qui font les aménagements. Donc, en faisant le lien entre ces gens-là, on a toujours une vision commune, une vision globale de où on veut s'en aller avec l'horticulture. C'est quoi l'objectif commun de tout le monde? C'est toujours la plante. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des plantes. On veut embellir, on veut maintenir, on veut que les plantes jouent leur rôle environnemental, surtout dans les milieux urbains, mais partout au Québec. J'imagine qu'il n'y a pas que Philippe Casey qui fait ça là, à Québec vert. Vous devez avoir toute une équipe, vous devez avoir des partenaires, des associés. Absolument. Donc, Québec vert, comme j'ai dit tantôt, c'est une fédération qui regroupe 12 associations. Donc, on a 3 grands secteurs, les producteurs, la commercialisation et les services. Les 12 associations sont composées de conseils d'administration. Les conseils d'administration, c'est des entrepreneurs qui investissent de leur temps à chaque 2-3 mois, rencontres pour développer et essayer de trouver des points communs, quels sont les enjeux du secteur. Ensuite, au CA de Québec vert, on a les 12 représentants de ces 12 associations-là qui viennent au CA de Québec vert pour parler de leurs enjeux. Et le rôle de Québec vert, le rôle du président de Québec vert, du conseil exécutif de Québec vert, c'est de rallier ces enjeux-là pour dire, bien, dans le fond, toi, tu as cet enjeu-là, toi, tu as cet enjeu-là. Est-ce qu'on peut dire que tous ces enjeux-là sont regroupés dans ce grand enjeu-là, sur lequel Québec vert va travailler, puis va amener toutes les associations du secteur à mieux développer, comme je dis, le futur ou les pratiques ou les choses qui doivent changer ou qui doivent évoluer dans notre industrie. Pour bien comprendre, Québec vert, on n'est pas en agriculture, là. On est vraiment dans le domaine de l'horticulture. En fait, l'agriculture et l'horticulture, c'est 2 domaines qui sont très proches. Donc, parmi nos membres, on a des producteurs agricoles, mais qui se spécialisent dans la production de plantes horticoles. Donc, les fleurs annuelles, les fleurs vivaces qu'on retrouve dans nos jardins sont produites à quelque part. Et ces gens-là sont des producteurs agricoles. Et aussi, la particularité de l'horticulture, c'est que ce n'est pas que des producteurs. Parce que l'horticulture, c'est un des seuls secteurs qui fait le lien entre le producteur, celui qui commercialise et celui qui rend les services d'entretien. Puis un arbre qu'on plante en ville va être là peut-être pour 100 ans. Donc, il y a besoin d'un entretien, il y a besoin d'un milieu de vie. Suivi, c'est ça. Ben oui, alors que les plantes qu'on consomme, la nourriture, la ligne est assez droite. Mais l'horticulture, c'est ce qui est particulier, c'est qu'on embellit nos milieux pour des années. Donc, ça demande un entretien. C'est là que Québec vert vient jouer un rôle important aussi. Puis on sait que Québec vert reproduit une revue qui s'appelle aussi Québec vert. Oui. Elle est pour les professionnels. Oui. Mais le consommateur, de quelle façon, lui, peut voir ce résultat-là? Québec vert participe à chaque année avec la table filière en horticulture ornementale, qui est un organisme qui vient aider le milieu de l'horticulture à se développer. Il y a une grande campagne de promotion qui se fait chaque printemps qu'on appelle « Mettez du jardin dans votre vie ». Cette campagne-là va produire un magazine qu'on appelle le Vert, qui va donner 4 parutions par année, des conseils horticoles, des conseils d'entretien de plantes, de végétaux aux gens. Quelles sont les tendances, etc. Ces 4 revues-là sont très courues. On a une production, je ne connais pas les chiffres exactement, mais de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à chaque année. Puis ils sont gratuits, disponibles dans les jardineries un peu partout dans les commerces. Puis je pense que les revues apportent vert, rouge, orange en fonction selon de la saison. Exactement, oui, c'est ça. Donc, on voit le travail qui a été fait en amont par les différents comités. Exact. Mais là, on voit le résultat concret pour les gens. Sur le terrain, là, c'est ça. Exactement, pour les gens. Puis les produits, les nouveautés qu'on présente dans les magazines verts sont disponibles dans les magasins qu'on fréquente. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant pour les consommateurs. Je pense aussi que Québec vert a été très important lors de la pandémie. Pour les entreprises qui œuvrent en horticulture ornementale, Québec vert a fait un travail incroyable. La direction générale, les gens qui travaillent chez Québec vert ont réussi à démontrer au gouvernement l'importance du jardinage pour les Québécois en temps de pandémie. Donc, la pandémie en 2020, on se rappelle, tout était fermé et puis même les entreprises qui produisaient les végétaux, les entreprises qui produisent les boutures, tout ce qui est
de plantes pour la saison à venir, tout le monde était fermé. On pouvait même plus aller dans les serres pour faire l'entretien des végétaux. Donc là, il y avait une urgence et Québec vert a été en mesure de démontrer ou de prouver au gouvernement que toutes ces choses-là étaient très importantes, non seulement pour l'embellissement, non seulement pour l'aspect économique des choses, mais aussi pour le bien-être mental des Québécois, parce que jardiner en temps de pandémie, ça a été pour plusieurs une espèce de salut ou de bouée de sauvetage à laquelle on a pu s'accrocher sur notre terrain chez nous, être en mesure de jardiner. Pour certaines personnes, ça a été très important. Bien, on le sait que les plantes, c'est de la phytothérapie, hein? C'est un élément exutoire très important. Tout ceci, évidemment, démontre que vous êtes attentif surtout à assurer une qualité soit de service ou de produit aux consommateurs. Aux consommateurs. Dans le fond, les membres de Québec vert, ce sont des entreprises qui travaillent auprès des gens. La clientèle des entreprises qui sont membres de notre association, c'est toutes des gens, des entreprises qu'on va chez eux acheter des végétaux. On engage ces gens-là pour entretenir les entretiens de pelouse, par exemple, les entretiens de la taille de haies. Plusieurs de ces entreprises-là sont membres de Québec vert. L'objectif de Québec vert, c'est toujours la même chose, la plante est au milieu de tout. Et nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir les bienfaits des plantes, promouvoir les bonnes pratiques des entreprises. Comment améliorer nos pratiques? Est-ce que c'est en termes d'arrosage, irrigation? On améliore les pratiques toujours. Mais la plante a besoin d'eau. Est-ce que c'est en matière d'entretien, fertilisation, protection de l'eau potable? Il y a plein d'aspects qui sont multiples que Québec vert vient aider les entreprises à comment m'adapter, par exemple, au changement climatique. Comment m'adapter à le fait que ma ville, il y a moins d'eau disponible pour l'arrosage de végétaux. Je peux-tu sortir des techniques, beaucoup de recherches aussi qui se fait chez Québec vert pour comment améliorer. Ça passe, beaucoup des améliorations viennent par la recherche. Donc, si je comprends bien, Québec vert évolue aussi avec les besoins de la clientèle. On Incroyable. parle de biodiversité, on parle d'îlots de chaleur et ainsi de suite. Donc, il y a de la recherche aussi, il y a du développement qui se fait là-dedans. Depuis une dizaine d'années, presque maintenant, Québec vert participe à un programme de grappe de recherche qui est financé en grande partie par le gouvernement fédéral. Puis la recherche en horticulture, il y en a très peu, mais depuis les 10 dernières années, entre autres grâce au travail de Québec vert, mais aussi de l'Alliance canadienne de l'horticulture, dont Québec vert fait partie, on est en mesure d'aller chercher des millions de dollars pour faire de la recherche. Puis il y a beaucoup de cet argent-là qui est venu directement des entreprises membres. Donc, le gouvernement vient financer une partie de la recherche, mais les entreprises qui ont besoin d'innovation aussi viennent financer la recherche. Ça, c'est un des éléments les plus importants pour le développement futur de notre secteur, puis aussi permettre aux gens dans le futur d'avoir des végétaux qui sont résistants à la sécheresse ou à la plus grande chaleur et qui vont permettre aussi aux villes ou aux municipalités d'avoir des aménagements paysagers qui viennent réduire la chaleur en ville. C'est tous des exemples où les plantes jouent un rôle crucial. Puis pour nous, c'est ça qui est important, d'aider nos entreprises à offrir cette qualité de service, puis cette qualité de produit, puis cette qualité d'entretien-là le plus possible dans le futur encore. Donc, même si on ne voit pas tout le travail qui a été fait, toute la recherche qui a été faite, on voit les résultats, cependant, sur le terrain. Il y a des nouveautés qui arrivent chaque année, il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux règlements, il y a toutes sortes de choses qui arrivent et puis c'est normal que les choses évoluent. Et Québec vert aide les entreprises à monter dans cette évolution-là. Je vais donner un exemple, l'électrification des outils. En horticulture ornementale, on a beaucoup d'outils à essence. Mais le futur est sûrement tourné vers une électrification de ces outils-là. Bien, Québec vert a des projets présentement où on veut amener des projets de recherche, comment aider les entreprises à faire ce virage-là. Philippe Casey, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est très bien de comprendre au-dessus de tout ça, parce que le citoyen ne voit pas toute la recherche, tout le travail qui est fait, voit le résultat, mais il y a beaucoup de travail qui est fait depuis au-delà de 40 ans. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Difficile d'imaginer tout le travail qui se cache derrière la belle plante ou le terreau qu'on achète pour notre plaisir. Toute une organisation. C'est maintenant le moment de vous présenter le contenu de la capsule horticole. Cette semaine, à la chronique jardinage, je vais vous parler des terreaux intérieurs, extérieurs, mais l'ensemble des terreaux. Vous pouvez les acheter, évidemment, en sac. Vous pouvez les acheter en vrac aussi. Il y a plusieurs compagnies, plusieurs centres de jardin qui peuvent vous les offrir en vrac. Vous faites évidemment une économie d'échelle, mais tous les terreaux spécialisés ne se vendent pas nécessairement en vrac. Le premier terreau que l'on utilise, évidemment, c'est le terreau tout usage. Alors ici, j'en ai un de la compagnie Fafard, mais toutes les compagnies offrent évidemment des terreaux tout usage. Ça s'équivaut, c'est sensiblement la même qualité. Il s'agit juste de magasiner celui qui vous convient, celui qui est le moins cher. Le terreau tout usage, ce n'est pas de la terre noire. La terre noire, ça vaut 99 cents, je l'ai déjà dit. On n'utilise pas ça, sauf que pour faire des amendements, on ne plante pas dans la terre noire.
Vous avez aussi à l'extérieur, de plus en plus dans nos maisons de ville, on a des pots, des contenants, des balconnières, des jardinières. Donc, on doit utiliser des terreaux appropriés. On peut le créer nous-mêmes. On peut acheter différents types de mélanges, les faire et produire notre terreau maison. Mais des fois, c'est plus compliqué, on n'a pas l'espace. Donc, on vient acheter un terreau, comme ici. Là, j'ai un terreau de type qui s'appelle le terreau véranda. Lui, ce qui est intéressant dans ce terreau-là, c'est qu'il est balancé. Ça veut dire qu'il est fait pour les contenants. On a vraiment bien ajusté en additionnant de la mycorhize qui va aider en l'enracinement, et aussi avec un hydro-rétenteur, ça veut dire des espèces de petites gélules qui vont permettre de conserver l'eau au niveau du sol, sachant qu'un contenant, ça sèche plus vite qu'en pleine terre. Donc, c'est un bon investissement, à mon avis, quand vous avez des contenants, de ne pas lésiner sur le sous-sol, si vous voulez que le sol et les plantes fonctionnent bien. Si je m'en vais maintenant du côté des plantes d'intérieur, vous avez évidemment ce qu'on appelle un terreau d'empotage, un terreau tout usage. Ces sols, ces terreaux sont des sols en partie vrais, ce sont des vrais sols. Alors que les terreaux spécialisés, souvent, vont être faits à partir de perlite, de vermiculite, de mousse de tourbe ou de sphaigne. Pourquoi? Parce que c'est plus léger. Évidemment, quand on met ça à l'intérieur, on ne veut pas que ça pèse très, très lourd. Aussi, au point de vue de la stérilité, c'est des matériaux qui sont plus stériles, donc moins sujets à avoir des maladies des insectes et ainsi de suite que de la vraie terre. Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas planter à l'intérieur avec la terre, c'est juste plus lourd. Et les compagnies vont vendre avec ce type de terreau-là, parce que vous comprenez bien que si on utilisait de la vraie terre, ça coûtait très cher au point de vue du transport. Donc ici, c'est un terreau tout usage qu'on va retrouver un peu partout. Et vous avez par la suite des terreaux qu'on utilise pour des produits particuliers. Exemple, j'ai un terreau à orchidée. Le terreau à orchidée va être composé évidemment de gros copeaux, parce que c'est une plante xérophyte, donc elle ne vit pas dans la terre. Plus votre copeau va être gros, plus votre copeau va être fin, mais ça va dépendre du type de plante que vous avez, parce qu'il y a différentes compagnies, évidemment, qui vont offrir ce type de produit. C'est la mode, c'est la tendance de mettre aussi, d'avoir des plantes qu'on appelle des cactus ou des plantes grasses. Donc, vous avez des terreaux spécialisés pour les cactus et les plantes grasses. Ces terreaux-là sont plus favorisent le drainage, vont moins conserver l'eau. On ne mettra pas, par exemple, un cactus ou une plante grasse dans un terreau avec beaucoup de mousse de tourbe. Il va pourrir. Donc, on va utiliser plus de sable, plus de matière légère. Donc, ça, c'est approprié. Et vous avez évidemment un terreau qui est spécialisé pour les plantes d'intérieur. Entre la plante d'intérieur puis le rempotage, à mon avis, là, c'est sensiblement la même chose, là. Si vous avez ça pour vos plantes d'intérieur, c'est parfait. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'acheter celui-là. Qu'est-ce qui est différence de plus, lui? C'est qu'il est adapté plus pour la plante d'intérieur, plus spécifiquement. Si vous voulez, si vous avez des conditions particulières à la maison, vous avez des petites quantités, ben moi, je vous conseille d'utiliser ça, au même titre qu'on utilisait, par exemple, le véranda. Et si vous avez des grandes quantités, on peut utiliser le terreau tout usage. Alors, j'espère que dans cette courte chronique, vous avez pu... Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, je m'en allais oublier quelque chose. Quand on parle là-dedans de mycorhize, la mycorhize est un champignon qui vient se fixer au niveau racinaire. Vous pouvez l'acheter en petit sachet comme ça s'appelle Mike, c'est la compagnie, et vous pouvez l'acheter évidemment en plus gros contenant. La couleur du pot va correspondre au type de végétaux. Potager, plantes herbacées ou plantes ligneuses, les arbres et les arbustes. C'est pas le même type de champignons ou de compagnonnage. Quand on achète ça, tout est dedans. Sinon, vous avez à faire vos mélanges. Je vous souhaite un bon jardinage. Merci, Christian. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres belles découvertes. Bon jardinage!